Bonjour à tous et bienvenue dans Pays d'ici, tous les samedis dès 16h50 sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne. Alors aujourd'hui, nous vous emmenons au pays de Billon-Saint-Dié. Billon, c'est une ville de 4000 habitants située à la limite de la Limagne et du Livradois. C'est à une vingtaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, d'Issoire et de Thiers. Michel Dubien, bonjour. Bonjour. Alors Michel, d'abord je voudrais vous remercier d'avoir écrit à Pays d'ici pour nous présenter votre ville de Billon. Dans la famille Dubien, on est billonnois depuis combien d'années? Depuis plusieurs générations. Mes ancêtres étaient installés il y a plus de 300 ans. Ils cultivaient la terre, notamment comme laboureurs et vignerons. Il y avait beaucoup de vignes dans la région de Billon et on faisait la culture des céréales. Alors votre passion pour cette ville vous a amené à rédiger plusieurs ouvrages historiques et à remettre au goût du jour une fête, la fête de l'ail. La fête de l'ail, parce que Billon c'est le pays de l'ail. On va en parler dans l'émission. Alors on a fait une foire au mois d'août en mettant en valeur l'ail, le vin, et puis comme Billon est une grande cité commerciale, on a fait une brocante et un marché de produits du terroir. Et cette foire au mois d'août attire à peu près 50 000 personnes. Alors Michel, quand je me suis promenée dans votre ville de Billon, on m'a dit « Oh, ici, Odile, vous êtes dans la petite Toscane auvergnate ». Qu'est-ce que c'est que ça? La petite Toscane auvergnate, Pourquoi? vous y êtes en effet dans la petite Toscane auvergnate, parce que grâce à nos paysages de buttes volcaniques et de massifs basaltiques couverts de petites forêts, de prés, ça ressemble tout à fait à la Toscane et les gens qui y sont allés peuvent en témoigner. Alors la situation géographique de ce pays de Billon-Saint-Dié? C'est une situation géographique très variée qui, avec ses petits sommets, se caractérise par l'exploitation forestière et l'élevage. Et la plaine fertile de la Limagne, avec ses céréales, ses cultures de pommes de terre, ses cultures de betteraves sucrières, donne tout un essor économique à toute notre région. C'est haut ici? C'est haut, nous sommes ici à Billon à 400 mètres d'altitude et dans les buttes volcaniques nous sommes à 800 mètres d'altitude. Ce qui fait que les premières neiges apparaissent dans la région dès le mois de novembre alors que la plaine reste intacte. Nous tournons ce pays d'ici au château de Ravel. Alors quel est le paysage qui se déroule devant nous? Là c'est le Livradois ou la Limagne? Là nous sommes ici dans le Livradois. Et à quelques hectomètres, nous sommes dans la Limagne et on voit tous les patchworks de cultures de maïs, de cultures céréalières qui ont été levées et nous sommes juste à la limite donc de cette région, la cassure. Alors moi je vous propose, Michel, maintenant des regards et des sons avec un sujet de Christian Cudzac qu'il a tourné entre autres avec Alain Gibert. Tout le monde connaît Alain Gibert ici, mais à Lyon aussi, parce qu'il est musicien généraliste. Il travaille entre autres avec l'ARFI, c'est-à-dire l'Association pour la recherche d'un folklore imaginaire. Depuis 10 ans, il s'est vraiment impliqué dans la musique traditionnelle d'Auvergne. Et puis, il travaille aussi avec Steve Waring. Alors, regard et son, puisqu'il est aussi question d'un photographe. Vous allez le découvrir. Une scène de ménage à Coissard, dans le jardin d'Alain Gibert. Concert permanent. Pas permanent, non, pas comme une vraie scène de ménage, non. Non, là c'est mis en scène. Quand tu observes une communauté de gens qui travaillent, manuellement surtout, c'est effectivement un concert, si on veut bien prêter l'oreille, quoi. Ça me rappelle cette définition de la musique que donne un ethnomusicologue. Il dit « La musique, c'est du son humainement organisé. C'est l'oreille qui fait la musique, c'est tout. » 80, c'est l'époque où j'ai laissé tomber mon métier de prof pour me consacrer à la musique. Et je ne savais même pas que les acédiques existaient à l'époque, donc on est passé de 8000 balles par mois à 3000 avec 2 gamins. Donc il fallait limiter tous les frais, le loyer, tout ça. Et comme on avait cette maison depuis 4-5 ans, comme maison de campagne, on a décidé de venir là pour vivre à l'économie. Je suis rural d'origine, je suis né en Haute-Loire. Et en fait, je ne peux pas me passer des paysages ruraux. Les 3 garçons sont du pays maintenant et enfin, ils ne supporteraient pas qu'on vende cet endroit, par exemple, parce que c'est tous leurs souvenirs d'enfance qui sont dans les forêts du coin. Là.
quand Alain Gibert, le musicien, rencontre Pierre Angelvin, le photographe, qu'est-ce qu'il se raconte des histoires de Billon? C'est vraiment une ville à la campagne. On est elle est posée là dans la plaine de Limagne, et tout de suite là attaque le livre à doigt. Et si on jouait à Regard sur Billon? Premier cliché, plan général. Ça, c'est absolument parfait. Deuxième cliché, la rue des Boucheries. Ouais, je l'achète celui-là. Ouais, c'est bien. En fait, c'est classique ça, quoi. On en a partout, derrière, au-dessus, là-haut, donc on peut aller plus loin. C'est ouvert, On y va. On y va. Allez. Allez. Moi, je fais ce petit plan là parce que. Troisième cliché, les drapés. Oui, tu vois, moi, ce que je trouve magnifique ici, et ce qu'il y a de magnifique là, c'est la qualité de cette peinture. C'est une peinture du début du XIVe siècle. Et là, on a des... Regarde, les drapés, par exemple, c'est quasiment de la sculpture, quoi. Allez, on va descendre vers le quai, là-bas, en bas. On descend, là. Ouais, on va descendre la rue de Letzon. Et voilà. Ah oui. Pour ça, je ne me lasse pas de le voir parce qu'il a des petites dimensions. C'est presque de l'art paysan fait avec la bite et le couteau. Là, c'est parfait. Quatrième cliché, Longo ou le maire d'Anson? C'était mon 5e regard, l'ancien collège de Billon. Ancien collège de Billon, ancienne école d'enfants de troupe, premier collège de jésuites construit en France. Ici, on est dans la cour de l'ancien collège de jésuites. Et avec l'association Billon Côté Cour, on y organise de temps en temps des concerts. Parce que l'acoustique du lieu est vraiment exceptionnelle. Pas de regret, Alain? Ce qu'on a vu, c'est les choses qui font que Billon ressemble à rien d'autre. Michel Dubien, alors Billon ne ressemble à rien d'autre? Une ville si particulière? C'est une ville très particulière qui est chargée par son histoire. C'est une des villes les plus anciennes de la province d'Auvergne. Une bonne ville d'Auvergne? Une bonne ville d'Auvergne, mais c'est au Moyen-Âge, la bonne ville d'Auvergne. Mais ses origines remontent dès l'époque gauloise, d'où son nom, Billiot, arbre, Magot, marché. C'était déjà un centre d'échange. Au début, on a vu Jules César qui a installé un camp romain quand il allait lutter contre les armées de Vercingétorix à Gergovie. Puis, après, il y a eu une voie romaine qui allait de Lyon à Bordeaux et qui traversait Billon. Par Clermont. Et qui passait par C'est Clermont. romaine, d'accord. Et qui traversait Billon. Alors, on a vu arriver ensuite les premiers chrétiens qui ont emmené des reliques. Et autour de ces reliques se sont bâtis un sanctuaire. Et le sanctuaire, autour de Saint-Cérénus, Saint-Cerneuf, et sa grande église, sa grande collégiale, Saint-Cerneuf. Alors, lors de cette balade du musicien et du photographe, il y a le photographe qui dit « Oh, mais ça, il y en a de partout hein. ». J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de belles demeures, bien conservées. Il y a un riche patrimoine. Il y a un très riche patrimoine parce que Billon a vécu de son histoire tout au long des siècles. Il y a eu le chapitre royal au temps de Charlemagne. Ensuite, il y a eu l'université, une des 4 universités des royaumes, avec Paris, Montpellier et Toulouse en 1445. Puis, c'est bâti sur ces ruines, c'est bâti le collège de jésuites avec Ignace de Loyola, Guillaume Duprat au XVIe siècle. Puis, donc en se promenant, on remarque qu'il y a énormément de monuments encore en pierre,
en bois, des petites ruelles. Je sais pas, j'ai l'impression que le patrimoine a su être conservé alors par ses habitants. Je sais pas, ou alors c'est des villes comme ça d'Auvergne un petit peu reculées qui ont été préservées des attaques. Je sais pas. C'est-à-dire que Billon a toujours eu sa notoriété. Billon a toujours été une ville au cours des siècles très dynamique et elle s'est bâtie avec ses pierres, avec son arcose, avec ses artisans, ses nombreuses corporations de métiers. C'était une ville qui comptait de nombreuses auberges, c'était une ville commerçante, il y avait énormément d'échanges. Je crois qu'à une époque, il y avait plus d'une centaine de bistrots et aujourd'hui, il y en a encore une vingtaine. Hein. Il y en a une vingtaine, oui, une vingtaine. On y boit de très bons vins, les vins des coteaux d'Auvergne, qui sont très renommés. Alors, Pierre Angelvin, vous, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette ville de Billon? Parce que vous n'êtes pas originaire d'ici. Non, ça fait maintenant bientôt 25 ans que je suis installé à Billon. À l'origine, c'est comme pour beaucoup de gens, hein, c'est les hasards de la vie qui vous y conduisent, mais après, on apprend à connaître et on sait à peu près pourquoi on y reste. Et moi, je crois que ce qui me séduit particulièrement, bien entendu, c'est comme vient de le signaler Michel Dubien, c'est ce patrimoine absolument remarquable, hein, qui est d'ailleurs tout à fait étonnant pour une ville de cette dimension. 4000 habitants. Oui, 4000 habitants, et avec 23 ou 24 monuments historiques ou bâtiments classés à l'inventaire supplémentaires, plus je crois, de 75 bâtiments à caractère exceptionnel. Et plus de 80 bâtiments ou éléments de bâtiments. C'est ce livre des records qui vous fait non, du tout. Monter une agence photographique avec un ami, enfin, c'est tout ça non, c'est quoi? C'est aussi tout ce qu'il y a autour de Billon, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une ville qui est aux confins de deux terroirs très, très distincts. Cette Limagne plantureuse, comme on le dit souvent, avec des terres très riches. Et puis ce livradois qui est un petit peu plus rude, même si on l'attaque juste, hein, on est au pied, mais avec là aussi des terroirs très, très divers. Et puis ces moments d'histoire qu'on a sous les yeux en permanence, parce que où qu'on se tourne, on a un château qui est sur une butte, qui est une église, ce qui fait d'ailleurs dire qu'ici c'est un peu la Toscane auvergnate, la formule la formule est, je pense, est assez juste, hein. Elle est de Pierre Bonneau. Donc c'est tout ce contexte qui vous a fait vivre et vous installer ici, et cette ambiance, mais l'œil du photographe, il s'arrête sur quoi? Plutôt sur les pierres, sur les paysages? Il s'arrête, pour moi la pierre, il s'arrête, je dirais, il s'arrête sur la manière dont les choses se sont construites. Parce qu'un paysage, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps, et la ville, elle s'est construite aussi au fil du temps. Et je crois que on a l'impression d'être dans l'histoire, mais pas quelque chose qui nous est donné comme ça et qu'on devrait regarder pour s'émerveiller ou au contraire se désoler de ce qu'on a sous les yeux. Il faut en faire quelque chose pour demain et rebondir. C'est ce qui nous intéresse. Je voulais juste dire un petit mot. Il y a un écrivain, philosophe français qui est né ici à Billon, c'est Georges Bataille. C'est Georges Bataille. Et oui. Je peux juste alors deux mots, oui. 2 mots, non mais pas. C'est très intéressant parce qu'on a parlé de l'université, on a parlé du collège, on parle de Georges Bataille. Donc il y a quelque chose qui souffle ici aussi, du côté de l'éducation, du côté de la création de la culture. Et de la culture. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est attaché à ce pays, je crois. Je vous amène toujours dans le pays, mais un peu plus loin, à 8 km, à Issertot. Ok, là, c'est dans le hameau de Bracou. Il y a Astrap qui a installé un observatoire et un planétorium. Ici, d'ailleurs, c'est un sujet de Christian Cudzac. Quand on arrive à Bracou, c'est pour trouver Gérard Bancal, animateur de l'association Astrap, en conversation avec ses amis d'Uranie, un club d'astronomie de la région parisienne.
Tu as donc deux axes. Tu as un axe qui va sur le pôle et un axe qui monte en hauteur et qui Eh descend. ben, là, d'accord, ça veut dire qu'il y a le contact, mais il faut le faire partir. Là, il faut lui donner l'instruction de partir. Ouais, ben on verra ce soir. Hein. Au fait, Gérard, vous vivez ici depuis combien de temps? 35 ans. Ça fait 35 ans qu'on a acheté une maison à Bracou. On a toujours été un peu amoureux de la nature profonde, et puis ici, on a trouvé un cadre qui correspondait exactement à ce qu'on avait envie de trouver. Ouais. Et le virus, alors, de l'astronomie est arrivé quand? C'est arrivé, ça a été très insidieux. Ça s'est développé sur une période assez longue, mais ça a dû commencer je sais pas, à mon adolescence boutonneuse à peu près, quoi. J'étais responsable aux Éclaireurs de France, et puis pour répondre aux questions des enfants, j'étais quand même obligé d'approfondir mes connaissances personnelles, et donc c'est là que ça a commencé. Je suis tombé dans la marmite, là, à ce moment-là. Ouais. Et puis depuis, je ne suis pas ressorti. Au contraire. C'est quoi? C'est pas un noisetier, ça? C'est un noisetier, ça. Noisetier, châtaignier, hêtre, il y a beaucoup de hêtres. Et puis il y a un tilleul magnifique, là. C'est magnifique, hein? Oui. C'est vrai qu'on a une belle plongée, là. Et à droite, il y a les monts du Cantal. Au fond, la Lozère. Et à gauche, c'est la Haute-Loire, la ligne d'horizon. Alors, quand on est à Bracou, d'un côté, on a le Puy-de-Dôme, de l'autre côté, on a le plan du Cantal. Vous êtes malheureux, hein? Oui, c'est vrai. Ouais. Et quand il pleut, alors? Eh bien, quand il pleut, ça a un charme aussi parce que la pluie, c'est la vie. C'est vrai qu'il n'y a que sur Terre qu'on entend l'eau couler. Ouais. Ça, c'est une réflexion d'astronome, hein, parce que l'eau existe partout dans l'univers, mais il n'y a que sur Terre qu'on entend couler. D'ailleurs, un jour, on a reçu un Touareg à Bracou, qui était venu pour voir un peu comment on pouvait animer des veillées d'astronomie dans le Tassili des Adjers, qui est à la limite de la Libye. Et il nous a dit qu'ici, ce qui le frappait, c'était l'eau qui coule. Chez lui, l'eau coule jamais. D'ailleurs, si je vais au Sahara un jour, je vais d'abord faire une cassette de demi-heure d'eau qui coule. Et le soir, au bivouac, hein, quand ils offriront le thé à la mode Touareg, eh ben, je leur ferai passer ma cassette de l'eau qui coule. Et je leur en ferai cadeau. Et si on faisait un peu d'astronomie? L'espace-temps. Une année-lumière, ça nous emmène où? Alors, une année-lumière, ça nous emmène au nuage de Oort, qui est le berceau des comètes. Autrement dit, c'est la limite, la frontière de l'activité du Soleil qu'on peut situer à une année-lumière. Un jour-lumière, ça nous emmène où? Alors là, je crois qu'il faut ramener ça à la seconde, parce que déjà une seconde lumière, ça fait 300 000 km. Hein. Distance Terre-Lune, c'est une seconde lumière. Soleil-Terre, c'est 8 minutes. On peut situer Pluton entre 5 et 6 heures lumière du Soleil. Et la limite extrême donc, de l'influence du Soleil, c'est le nuage de Oort qui est à une année-lumière. Autrement dit, entre Pluton, 5-6 heures, et une année, on ne sait rien du tout. Alors, comment tu définirais une étoile, toi? Une étoile? C'est un amas de gaz. Ouais. Et toi? Comme le soleil, c'est une bouille de feu, quoi. Alors, une étoile fabrique sa propre lumière, c'est-à-dire qu'elle est génératrice de sa propre lumière. Par contre, une planète reflète la lumière de cette étoile. C'est-à-dire que la Lune est derrière moi et le Soleil est devant moi et se trouve juste en face de la Lune. C'est pour ça que nous la voyons en ce moment en pleine Lune. Pour moi, une étoile, c'est une usine atomique, tout simplement. Il y a tellement d'énergie à l'intérieur, toute cette énergie qui se dépense. Et pour moi, c'est vraiment une usine atomique. Et heureusement qu'elle est là, parce que sinon, nous ne serions pas là, notre étoile. Là, voilà, le voilà. Formidable. Le voilà. Nous, déjà, c'est le plaisir de regarder le soleil, le ciel, parce que c'est franchement majestueux. Et je crois que c'est la beauté. La beauté de tout. C'est tellement féerique, en fait, que ça nous attire. On est passionné, c'est ce qu'on appelle la passion, en fait. Nous, on fait ça pour la découverte de notre univers, en fait, de l'univers proche de la Terre. Mais les scientifiques le font pour, en fait, découvrir, en fait, les origines de la vie sur Terre.
C'est en fait ce qui passionne l'homme en fait en ce moment, et toutes les recherches qui sont faites actuellement. Je pense que c'est pour essayer de voir un peu comment la vie a pu naître ailleurs que sur la Terre. Ça m'a pris, j'avais 10 ans et demi, 11 ans, et puis j'ai 75 ans et demi. Et ça ne m'a pas lâché? Jamais. Jamais. Ça m'a jamais lâché, et je partirai avec. Et c'est ça ma plus grande joie, et de mourir en regardant le ciel. Retirons-nous sur la pointe des pieds. Saturne va bientôt se montrer, et ce qui va suivre entre la planète aux anneaux et ses soupirants n'est pas dit dans l'histoire. Alors nous, on va continuer l'histoire de Billon avec Anne Courtier. Anne, vous êtes professeure d'histoire de l'art à l'université de Clermont-Ferrand et écrivain romancier. Alors le titre de votre dernier ouvrage? Le secret du chat-huant. Et qui est publié aux éditions? Aux Presses de la Cité. Alors vous allez nous présenter la collégiale Saint-Cerneuf qui a été bâtie au sommet de la rue des boucheries. Boucheries. Voilà, déjà, en plein des quartier boucheries médiéval. Oui. Parce qu'il y avait des boucheries. Vous savez que les fameuses les boutiques, voilà, les boutiques étaient regroupées. Et donc il y avait une rue où se trouvaient spécialement les boucheries, qui conduit donc à Saint-Cerneuf. Alors il y a eu 4 églises à Billon. La plus importante, Saint-Cerneuf, qui apparaît aujourd'hui d'aspect très gothique, mais qui possède encore des parties romanes, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes tout de même dans une terre très, très, très romane. Et le meilleur témoin, c'est la crypte qui offre à peu près tous les éléments des grandes cryptes romanes régionales, comme celle de Notre-Dame-du-Port, par exemple, à Clermont. Et qui a la chance d'avoir conservé des peintures murales, qui sont des peintures murales d'époque romane, ce qui n'est pas très fréquent dans la région. On a beaucoup de peintures gothiques, peu de peintures romanes. Là, par exemple, on nous raconte l'histoire de Sainte Marguerite, qui a pu échapper au dragon. Sainte Marguerite, qui était la patronne des femmes, des jeunes accouchés. Et alors, il y a aussi à l'intérieur de l'église, cette fois-ci non plus dans la crypte, de superbes grilles qui doivent dater de l'époque à laquelle a été construit le chœur, qui a gardé, chœur gothique, qui a gardé son déambulatoire roman avec des chapiteaux qui relèvent aussi de la meilleure création romane. Et cet édifice, qui donc était un édifice typiquement roman, a été reconstruit et doté de chapelles, comme celle que vous avez ici sous les yeux, la chapelle de Gilles Esselin, un personnage très, très important de l'entourage de Philippe le Bel, et qui a fait construire cette chapelle pour y accueillir sa sépulture, et qui nous raconte au fond l'espoir de monter au ciel, avec en particulier un ballet d'anges, qui sont des musiciens. On a une trentaine d'instruments de musique, ce qui est vraiment une anthologie de la musique au Moyen-Âge. Et puis il y a la musique, la parole, avec les évangélistes que vous voyez ici, les anges qui déroulent des phylactères. Et comme cet archevêque a pensé à tout, il avait aussi prévu de la sculpture, notamment un retable, dont voici un petit élément. Alors l'église est aussi riche d'un mobilier, il y a beaucoup de tableaux, plus récents évidemment de la période moderne, parce que c'est vrai qu'on est dans un site riche, comme l'a dit Michel Dubien, donc on a enrichi l'église pendant toute la période moderne. Alors on est dans un pays où sont implantées essentiellement des églises romanes, et ici, à Billon, vous avez deux églises gothiques. Voilà, oui, ça c'est effectivement une particularité, et 2 églises gothiques de la meilleure qualité, il faut bien le dire. On avait très bien bâti Romans et Saint-Loup. Saint-Loup. Alors, Anne Courtier, sur les buttes volcaniques, les seigneurs ont planté des châteaux. Alors, certains sont réduits à l'état de vestiges et d'autres ont été plus épargnés, comme Coppel, Montmarin, il y a Montmorin, qui est le plus en ruine, je dirais, oui. Mais très intéressant. Et puis, il y a le château de Ravel, où nous trouvons ce pays d'ici. Où nous trouvons. Alors, le château de Ravel, c'est évidemment sur le plan architectural un château qui a conservé des parties médiévales et surtout qui a conservé un
des peintures murales tout à fait exceptionnelles, parce qu'il faut bien reconnaître que nous n'avons plus beaucoup ce type de peinture, avec des blasons, avec des éléments tout à fait particuliers. Et puis, ce château a aussi une partie moderne, 17e, 18e siècle, notamment la chambre du roi, où l'on voit un portrait de l'amiral d'Estaing, qui a été propriétaire de ce château et faiseur de ces grands travaux, par L'Argilière. Donc là aussi, de grands noms, un mobilier de qualité, un plafond du XVIIe, d'époque Louis XIII, qui n'a jamais été restauré. Ça aussi, ce sont véritablement des raretés qu'il faut souligner. Il faut dire que monsieur et madame Brochot, qui sont les propriétaires actuels de ce château de Ravel, ouvrent les portes de Pâques à la Toussaint aux visiteurs. Et ils ont aussi, donc il y a des pièces qui se visitent et aussi une salle d'exposition où sont montrées au public des faïences, parce qu'ici c'était une terre de potier. Une terre de potier. Il y a une grande tradition de poterie qui se caractérise surtout à Lezoux. Mais non seulement Lezoux, il y avait la région de Ravel, de Borlétan, et puis de Billon, où on trouvait beaucoup de briquetiers, de potiers, et particulièrement au château de Ravel, il y avait eu un atelier au siècle dernier qui faisait des poteries tout à fait luxueuses, des poteries culinaires, et qui avait participé notamment à un très grand concours à Paris, et les poteries de Billon avaient été primées à l'exposition universelle du 19e siècle. C'était tout à fait des poteries de très grande qualité. Et puis ces ateliers ont peu à peu disparu. L'industrie de carrelage et l'industrie tuilière a persisté jusque dans les dernières années, là, et elles ont été remplacées par d'autres produits. Mais aujourd'hui, il y a encore des potiers, des céramistes dans la région. Des artisans potiers dans la région qui maintiennent cette tradition. Michel et Anne, quand on se promène dans ce pays de Billon-Saint-Dié, on est frappé aussi par le nombre de petits patrimoines. Ça peut être un four, ça peut être un pigeonnier, c'est un lavoir. Enfin, tout ça est resté aussi. Il y a des traces. Il est resté en place, oui, parce qu'on trouve donc le livradois avec son type d'habitat, et vous avez la plaine de la Limagne avec son type d'habitat particulier. Alors ce qu'il y a, c'est surtout les villages vignerons que l'on trouve. Oui, là par exemple les Génoises. Vous voyez les Génoises qui donnent ce petit côté méridional, et ça va avec la Toscane dont nous avons parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que je n'ai pas dit là? La tuile creuse qui rappelle le sud. C'est une église, l'église de Régnal, une église forteresse, qui avait été bâtie par les Esclans de Montaigu, avec son clocher peigne, qu'on retrouve très peu, le fort d'Espira, et le fort d'Espira, parce que Espira était un village vigneron, et là c'est le fort d'Espira, il y a plein de cuvages, plein de caves. Les croix aussi, aux croisées de chemin, beaucoup de croix, avec toujours des crucifixions ou des représentations de vierges à l'enfant. Donc on en a véritablement à tous les coins de chemin. Ici, voilà Glen-Montaigu, l'église de Glen-Montaigu, avec son chevet qui est sans doute un des plus superbes de la région, l'arcose, cette arcose jaune, ces modillons avec ces petits personnages. Tout cela est d'une très très grande qualité. Cette église romane de Glen-Montaigu fait partie véritablement des grandes par la qualité de sa sculpture. Et voilà les poules. Donc, je voulais dire... Les maisons là, avec les balcons aussi. Les balcons vignerons, oui, les maisons de vignerons avec un balcon, oui. Très typique. Très typique. On a un habitat très diversifié dans la région. Donc il ne faut pas hésiter une seconde. Si on veut visiter ce pays de Billon-Saint-Dié, il faut rentrer en contact avec l'Office du tourisme. Il y a des guides, il y a des ouvrages à la disposition donc des visiteurs, des curieux. Et puis il y a aussi les photographies de Pierre Angelvin. On va revenir, oui. Et en plus, Billon est la porte du parc Livre-la-Forez. Ouais. C'est-à-dire que par Billon, on entre dans toute cette région, dans un parc protégé. Bon. Alors moi, je vous demande de rentrer dans un atelier d'un artiste. D'accord ? Okay.
C'est un coup de cœur pour cette cité qui décida, cher Guy Darif, à s'installer ici. Graveur sur pierre, calligraphe, il enseigne cet art dans les écoles et lycées. Ses outils sont la mousse et le bambou, trempés dans l'encre de Chine ou de couleur. Les symboliques, les thématiques principalement développées, tracées, écrites par l'artiste, les droits de l'homme et les 3 valeurs fondamentales de la République, liberté, égalité, fraternité. La vie de cher Guy Darif est faite d'échanges, de rencontres, de partages enrichissants avec les gens. L'humanité est au centre de ses recherches. Bruno Puffiou, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnateur en montagne et vous vous occupez plus particulièrement de la vallée du Madé. Alors, où se situe cette vallée? Alors, la vallée du Madé se trouve sur le nord-ouest du Livradois-Forez, alors comprise entre les communes d'Église-Neuve-Prébillon, Montmorin, Fayet-le-Château, et le ruisseau se jette dans l'Angot qui coule dans Billon. Donc, nous avons un itinéraire qui serpente le long du ruisseau, avec des petites passerelles, des ponts, et nous retrouvons des vestiges de moulins. Et aussi, comme on est sur un socle granitique, nous voyons de très beaux rochers à cupules. Donc, tout un tas de légendes qui tournent autour. Qui tournent autour. Oui. Est-ce qu'il est intéressant de faire des randonnées avec vous, avec vos collègues, en ce mois de novembre? En ce mois de novembre, oui, on peut toujours marcher. Le fait qu'il n'y ait plus de feuillage sur les arbres nous porte la vue un peu plus loin au niveau des bois. Et surtout, la fraîcheur fait qu'on a plus d'entrain à aller faire de la balade. L'été, il fait un peu chaud quand même quand on remonte sur le plateau. Mais dans la journée, ça peut aller. On prend des bottes quand même, parce que par ce temps, là, nous trouvons... au niveau des images, là, on est sur le pré de la Ramade. Et en patois, Ramade veut dire averse. Donc... Je sais pas, dans cette Toscane auvergnate, toujours bien. Souvent non, il pleut pas souvent. Il pleut pas souvent, non, il pleut un peu partout quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'était des meules à chanvre qui ont été déposées. Le moulin a dû être démonté et on a retrouvé les meules à chanvre posées dans un pré. Oui, parce qu'autrefois on cultivait. Voilà, on cultivait le chanvre, mais là c'est bien plus vieux que la production avant l'ail. Donc le chanvre était cultivé surtout sur Montmorin et il servait au tissage et au cordage. Et donc l'eau a servi de force motrice pour tous ces moulins à grains et à huile, parce qu'on ne fabriquait pas que de la farine, il y avait aussi une fabrication d'huile, donc huile noix, noisette, faine de hêtre, et puis chanvre aussi. D'accord. Alors avec vous, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des parcours à thème, comme la découverte des moulins qui se trouvaient au bord de ces rivières et de ces ruisseaux. Oui, le parc a mis en place un programme de balade nature et patrimoine. Donc chaque grand site a son accompagnateur, je vais dire titulaire. Mais bon, pour Billon, je suis l'accompagnateur sur Billon. Donc si on veut partir en balade avec vous, même en ces jours de fin novembre, il suffit de contacter l'Office du tourisme. Damien Ketzel, bonjour. Alors, vous êtes animateur culturel avec pour mission des saisons culturelles itinérantes. Oui, donc on met en place en fait au niveau du syndicat intercommunal une saison culturelle itinérante sur le territoire. Donc ça fait à peu près 4 ans qu'on mène cette opération. Et on travaille tous les ans avec une 10-15 associations. Donc on travaille sur l'accueil de spectacles vivants ou sur leurs projets respectifs. Beaucoup d'associations dans ce pays de Billon-Saint-Dié quand même. Oui, c'est vrai que tant au niveau du nombre, on a à peu près 140 associations, donc c'est assez énorme. Mais ce qui est remarquable, c'est que sur le pays, on a des thématiques complètement différentes abordées par les assos. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'associations culturelles, des associations thématiques, on a les classiques, les amicales laïques, les comités des fêtes. Donc on a quasiment une palette complète sur le pays de Saint-Dié-Billon. Alors l'écho du public quand vous faites ces spectacles itinérants, l'écho qui est-il ce public? il est très bon parce que c'est vrai qu'il y avait
il y avait de moins en moins de spectacles professionnels qui tournaient sur les communes. Donc je pense qu'il y a une fréquentation qui est tout à fait honorable. On fait 80 personnes de fréquentation en moyenne. Et le co est très bon parce qu'on touche, à la fois c'est un peu la sortie au théâtre sur les villages, mais c'est aussi la sortie associative et quelquequefois c'est aussi la veillée. Il se passe quelque chose dans mon village. Voilà, il y a le contexte du village qui fait que l'acte culturel donne quelque chose de complètement différent. Donc ça bouge dans ce pays. Oui, ça bouge complètement. Oui. C'est bien. Flying Tractors, vous connaissez? Oui, donc c'est un groupe local comme de nombreux groupes qui ont un petit peu Ici, tout le monde émergé, connaît, qui sont nés dans la région. Alors voici, je vous présente leur dernier CD et puis on va regarder un extrait de leur spectacle. Une dernière fois. Quel temps fait-il à Clermont-Ferrand? Quel temps fait-il à Clermont-Ferrand? Merci, merci public de Saint-Flour. Bienvenue au Festival des Hautes-Terres. Alors on était en train de me dire qu'ils ont dû manger beaucoup d'ail. Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, vu l'énergie qu'ils ont. Michel Dubien, en 85, vous avez créé la foire à l'ail de Billon pour remettre au goût du jour donc ce condiment. Tout à fait, c'était pour mettre en valeur ce produit qui avait fait un petit peu la fortune de Billon et qui devait continuer à la faire. Et là, il y a Billon, c'est une très longue histoire. Il est arrivé comment dans les jardins? Il est arrivé par nos chanoines qui étaient partis en croisade. À la première croisade, ils ont ramené avec de nombreuses reliques, ils ont ramené des bulbes. Ils ont ramené des bulbes qu'ils ont plantés dans leur jardin. Et des jardins, le bulbe devait passer au champ au 19e siècle. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de producteurs en Auvergne. Vous êtes combien, Pierre Geoffru? Donc une centaine de producteurs en Auvergne, et donc une dizaine sur la région de Billon. Voilà. Est-ce que pour vous, par exemple, déjà, vous êtes dans quel village? Vous êtes cultivateur? Donc moi je suis agriculteur à Espira. Donc Espira est un petit village limitrophe de Billon, je dirais satellite de Billon. C'est un village sympathique, c'est un beau village. C'est un ancien fort d'Auvergne, très bien conservé. Et dans un angle de ce fort, il y a une tour. Et cette tour, donc... qui deviendra bientôt maison de l'ail. Donc cette tour doit devenir... Alors donc, vous savez, on vit avec des projets. Donc je sais pas comme... Voilà, alors, je ne sais pas si ça sera à court terme ou à moyen terme, mais on fera un jour ou l'autre une maison de l'ail dans cette tour. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on en produit beaucoup de l'ail en Auvergne? Eh bien, on en produit... Parce qu'honnêtement, je connaissais l'ail de la Drôme. Mais oui, d'Auvergne. Oui, mais c'est bien que vous soyez venus parce que... Donc, voilà, donc il en existe, on en produit beaucoup. Ça y est, il y a un regain. On produit environ 150 hectares, donc 1,5 hectare à peu près de moyenne par agriculteur. C'est une moyenne sur les années précédentes. Et donc nous espérons pour les années à venir de développer de nouveau cette culture en Auvergne. Alors je casse là, c'est l'ail rose, soit de Billon, soit d'Auvergne, chacun l'appelle comme il veut. Alors c'est donc l'ail d'Auvergne, avec, comme on est un peu chauvin, on dirait que Billon est le fleuron de l'ail d'Auvergne, mais voilà, c'est l'ail d'Auvergne. Voilà, ou l'ail rose de Billon, parce qu'effectivement, si on enlève... Alors ça s'appelle comment ça? C'est la tête, c'est quoi? Ça, c'est une tête d'ail. C'est la tête d'ail, et effectivement, si j'enlève la peau, la pellicule, voilà, regardez, ça, l'ail de Billon, comme vous voulez. Moi, je ne rentre pas dans votre polémique. Regardez, c'est un cailleux qui est rose. Dites, Pierre, alors, vous, les projets, l'AOC? Eh bien, l'AOC, c'est pour demain. Bientôt, j'espère pour vous. Parce que c'est toujours un plus, le projet d'AOC est avancé, comme je disais tout à l'heure, depuis longtemps. Il y a un travail considérable qui a été mis en place depuis plusieurs années, donc par la Fédération de l'ail et par beaucoup d'énergie, et donc on espère pour vous, pour les producteurs. Voilà. Donc, ça sera toujours un là aussi, vous savez,
C'est la reconnaissance d'un terroir. Exactement. Un terroir, donc, c'est l'influence volcanique en Auvergne, c'est un climat, un effet de feuilles, et puis c'est les hommes autour de tout ça. Qui travaillent aussi voilà, cette terre. Des dérivés, vous produisez? Alors des dérivés, ben, vous savez, parce qu'il faut bien se diversifier, et puis ma foi, on fait des produits nouveaux les uns et les autres. On essaye. Ça s'appelle l'apérail. Ça s'appelle l'apérail. Voilà, on est parti sur donc, le mot apéro, parce que vous savez que l'ail est un légume, c'est un condiment, mais on peut aussi le manger à l'apéritif, hein, comme on mange une olive, voilà, c'est ça un peu le principe. Hein. C'est pas trop fort là? Ah, pas du tout, non, c'est miraculeux. On goûtera tout à l'heure? Ah oui, il faut pas goûter. Je prendrai. Voilà. Micheline Pascal, vous avec votre mari, vous êtes agricultrice, oui, à Régna. À Régna, c'est à 2 km d'Espira, de chez Pierrot. De chez Pierre. Vous êtes un petit producteur? On est un petit producteur, on a une partie de céréales et on a repris la suite de monsieur et madame Chalard qui prenaient leur retraite. Et vous faites de l'ail d'Auvergne ou de l'ail rose de Billon? Selon. Non, c'est de l'ail. En tout cas, c'est le même produit et qu'il faut valoriser et qu'il faut rendre AOC. Alors, est-ce que ce condiment, cette ail, demande beaucoup de soins, de manutention, d'heures de travail? Est-ce que c'est difficile la culture de l'ail? Oui, parce que bon, l'ail, c'est un produit quand même qu'il faut quand même travailler assez doucement, parce qu'une fois qu'il est mâché, après bon, il ne se conservera plus. Hein. Donc il faut faire attention, c'est à manier avec délicatesse. L'ail est un fruit, en fait. Hein. Un fruit dans la façon de le transporter et de le travailler. Ouais. Donc avec délicatesse. Voilà. Là, on vous voit le tresser, l'ail. C'est comme ça qu'il faut l'acheter en tresse, c'est comme ça qu'il va mieux se conserver. Là, il y a une meilleure conservation avec sa tige. Et parce que coupé, il va pousser beaucoup plus vite et il va s'abîmer beaucoup plus vite. Quand est-ce qu'on le plante, l'ail, ici, en Auvergne? L'ail de Billon, enfin d'Auvergne, on le plante, nous, fin décembre, début janvier, et on le récolte autour du 14 juillet. Et tout le monde fait ça, grand ou petit producteur? Oui, disons que c'est un ail alternatif de printemps. Donc la différence, si vous voulez, avec les autres ails de France qui se font par exemple dans la Drôme, dans les mêmes variétés, dans le même type, hein, parce que donc on a deux grands types en France, l'ail d'automne qui donc est planté beaucoup plus tôt et ramassé beaucoup plus tôt et qui se conserve que jusqu'à la fin de l'année, grosso modo. Et l'ail d'Auvergne, donc, qui a la particularité de se conserver très longtemps, c'est une des plus grandes qualités de l'ail d'Auvergne, donc grâce à l'influence du terroir dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est là qu'on retrouve la différence, si vous voulez. Par rapport à un ail similaire planté dans la Drôme, on aura un mois et demi de plus de dormance, hein, qui est dû à notre terroir, donc le terrain, le climat, encore une chose, et puis peut-être la façon de conserver l'ail. Hein, voilà. Et je vois Paul Chalard qui acquiesce, le chef. Il est d'accord? Absolument. Il n'y a pas de controverse à ce sujet-là. Ah, d'accord. C'est une des qualités de cette ail d'Auvergne, de la bonne conservation? La bonne conservation, oui. Alors, moi, je l'achète. Bon, moi, je l'achète plutôt sur les marchés en tresse. Eh ben, vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai. Bon. Ah oui. Reste après à savoir l'endroit où vous le stockez. Renversons les rôles. Je vous pose la question. À la cave, vous me dites, bon, ben, c'est le meilleur endroit pour le faire abîmer. C'est pour ça que je le jette après. Ah ben oui, mais c'est pas étonnant. Ratatiné. Mais oui, bon, parce que l'ail se conserve très bien. S'il est conservé, stocké. Fait venir à Billon, ah ben ça c'est sûr. Mais venez plus souvent. On essaiera encore de vous je expliquer. le conserve dans ma cuisine plutôt, pièce chauffée. Oui. À l'abri de la lumière. À l'abri de la lumière, évitez les courants d'air, c'est-à-dire pas derrière une fenêtre, une porte, etc. Et en principe, là, il fait le tour de l'année. On dit, nous, il fait le tour de l'année, c'est-à-dire que si vous le stockez de la façon dont le producteur qui vous conseille quand vous l'achetez, vous attendez la prochaine récolte. D'accord. Bon, la meilleure période, je ne sais pas si mes collègues vont être d'accord là pour l'acheter, ça serait à mon avis de septembre à novembre, avant qu'il ait subi les variations de température chez le producteur. Oui, mais attendez, là, il va y avoir la fête du goût en décembre ici à Billon, c'est dommage. Oui, non, mais c'est dommage. Mais tout au long de l'année, il y a des gens qui à la fois font leur stock pour l'année, d'autres qui le font pour une période plus courte et qui reviennent. Ça pour voir s'il est bien rose. Oh, là, on a beaucoup de défauts, mais vous savez, on n'est pas menteurs. Si j'en mange, qu'est-ce que ça va me faire? Ah, ça c'est une très bonne question. À part une mauvaise haleine, mais il faut enlever le germe, même pour ça, je crois, pour pas. Oui, disons que le germe, si vous voulez, c'est au niveau de la digestion, c'est vrai qu'il est dit qu'en dégèrement, mais enfin normalement on n'a pas trop ce problème, si vous voulez, nous avec l'ail d'Auvergne, puisqu'on a une très bonne dormance, le germe ne se développe que très tard. Et donc, alors, dites-moi, pour l'ail de Billon, les vertus, non, c'est pour la circulation du sang, je crois. Hein.
C'est très bon pour la circulation. C'est bon pour la circulation du sang. Bon, tout d'abord, je ne suis médecin, je ne suis pas médecin, et là, il n'est pas un médicament. Bon, là, c'est réglé, Oui, mais ça il fait entre du dans bien. de nombreuses compositions Voilà, regardez. médicinales. C'est vrai qu'il est rose, tiens, Et regardez. tout d'abord, l'ail, comme l'a dit Michel Dubien, il est venu de par les croisés parce qu'il s'était aperçu, il est antiseptique, donc il s'était aperçu que sur le terrain, au cours des batailles, l'adversaire frottait les blessures avec de l'ail. Antiseptique, Donc d'accord. antiseptique, désinfectant et évite la gangrène. Bon. Vous, Micheline, vous avez des dérivés aussi? Nous, on fait 4 produits dérivés. Oui. On a la soupe à l'ail, qu'on a repris la recette de Monique Chelard, qui avait D'accord. trouvé ça dans les archives du château de Mozac. C'est une vieille recette qui a été retrouvée dans les archives. Alors, je vais vous la présenter. C'est de l'ail qui est haché, qui est non broyé, qu'on fait cuire dans un bouillon de 14 épices. Et après, on ajoute un roux avec de la farine et du rosé. Et chez vous, bon, vous la faites chauffer et vous l'accommodez, bon, suivant votre goût, avec des Chacun ses croûtons. goûts. Alors après, dans ces bocaux. Après, là, on a l'échalote grise au vinaigre. C'est de l'échalote qui est dans une petite coquille. Alors, nous, on la met au vinaigre et ça vous remplace un cornichon. Mais moi aussi, j'ai des clients qui le coupent en petits tronçons et qui le mangent à l'apéritif. D'accord, est-ce que j'ai fait tout le tour là, là-bas? non, j'ai le Apérail, c'était Pierre. Eh bien, on a le confit d'oignon. d'oignon. Le confit d'oignon, c'est de l'oignon qui est cuit dans du sucre et qui accompagne très bien le foie gras. Est-ce que j'ai le droit de toucher ça, vous pensez, Micheline? Ah ben, il faut demander à Jean. Hein. C'est J'ai le pas... droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Est-ce que c'est cette grosse tête d'ail? Et après, Allez-y, attends, allez-y. là, je m'excuse, on le dit. Et après, on a l'échalote vigneronne. vous C'est avez pas du sel, c'est de même l'échalote normale qu'on fait cuire dans de l'huile d'olive, du vin et du vinaigre, du sel et du sucre. Et vous accompagnez ça avec des viandes froides, si vous faites un barbecue. Vous en servez comme d'une moutarde. Mais bon, c'est pas épicé comme une moutarde. D'accord. Alors, ici, bien sûr, il se devait... C'est une tête d'ail finalement. Et c'est le couvre-chef. C'est le couvre-chef du grand maître de la confrérie des Grands Goussiers. Avec tout ce que viennent de dire nos invités, un tel produit méritait bien quand même une confrérie finalement. Bon, ben alors si on fait un peu d'histoire, c'est, vous savez, quand on veut développer un produit, on essaie de faire un concours parce que finalement c'est comme ça qu'on fixe ses caractéristiques. En 88, donc on a créé autour de la foire à l'ail un concours et de l'ail pour essayer de fixer ses caractéristiques. Donc un règlement, des gens, puis des gens qui deviennent vite des amis parce que finalement... Oh, il y a une bande de joyeux lurons quand même dans votre confrérie. Hein. Ils sont Tout à toujours fait. sérieux. Mais hein. et donc en 92, ces gens-là décident tous de créer, finalement, de créer une confrérie. Donc on se retrouve autour d'une tripe comme il se doit. Hein, et on a décidé la création de la confrérie. Donc au départ 12 membres, un petit peu de Puis partout. aujourd'hui, il y a même des Américains, on m'a dit dans votre Il y a des confrérie. Américains, oh, ben, vous savez, il y a quelques journalistes nationaux, il y a des Américains, il y a des gens... Enfin, mais les États-Unis, il y a des Suisses. Les États-Unis, on est allé aux États-Unis directement pour faire l'intronisation de la confrérie. Vous en prenez, on m'a dit ici à Billon que certains ont mangé au petit déjeuner le matin. Tous les matins, j'en prends. Vous savez, comme à Bordeaux, je le frotte sur ma tartine et je le déguste directement après. Vous prenez quelques raisins de Corinthe avec et c'est fabuleux. Il va devenir centenaire. Il va devenir centenaire, oui, Ah oui. très bien centenaire. 100 sites remarquables du goût en France, seulement 4 salons, 3 en Rhône-Alpes-Auvergne. Et devinez, à Billon. Et un à Billon. Ben oui, Billon a été classé site remarquable du goût, donc par feu le CNAC, le Conseil national des arts culinaires, qui en 1994 a fait un répertoire des sites remarquables du goût, et Billon a été classé parmi ces 100 sites remarquables du goût. Alors un site remarquable du goût, c'est quoi? Et là, on a la preuve vivante autour de nous. Un site remarquable du goût, c'est un monument du goût. Le monument du goût. Donc un monument, c'est quoi? C'est un monument, c'est quelque chose qui est érigé. Alors autour d'un produit, un produit vivant. L'ail que vous avez sous les mains, c'est un produit Et vivant. presque, je veux dire qu'ils sont bons, votre produit. On a fait de l'histoire tout à l'heure. Ça, c'est l'histoire vivante. Non, j'arriverai pas à le manger comme vous. Non, non. C'est l'histoire vivante, c'est aujourd'hui. Ça, À côté, celui-là, c'est plutôt les chocolats. derrière, aussi. toujours dans les critères des sites remarquables du goût, ben, en fait, il faut un patrimoine qui représente, qui soit de qualité, qui soit représentatif de ce produit. Puis il est lié, c'est une histoire liée à ce pays, à cette Ça s'attache. terre. La troisième chose, c'est qu'il faut qu'on soit capable aujourd'hui de recevoir les gens. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui... Vous savez faire ça. Et Oui, d'ailleurs, mais vous allez recevoir... Il faut que les gens viennent chez nous pour qu'on leur présente des choses. Attendez, ils vont venir le 8, 9 et 10 décembre à Billon. Qu'est-ce qui va se passer? Alors le 8, 9 et 10 décembre à Billon, ben, il y a le salon des sites remarquables du goût. C'est-à-dire c'est un tour de France de la gastronomie, du bon goût, organisé par l'ensemble des sites remarquables du goût. C'est du samedi matin, 8 décembre, à partir de 10h jusqu'au lundi midi. C'est à Billon et nulle part ailleurs.
Merci à tous. N'hésitez pas à nous écrire pour avoir des contacts et des adresses. Samedi prochain, à partir de 16h50, nous serons dans l'Ardèche à Viviers-Saint-Montant et on va se quitter en musique avec le groupe de musique traditionnelle Léon Larcher. Bye bye, à la semaine prochaine et merci à tous. Et bravo pour l'ail rose de Billon, l'ail d'Auvergne. Voilà, c'est des variétés d'ail d'Auvergne qui sont cultivées. Et voilà que ça recommence. Que ça recommence. Que ça recommence. Déjà en retard pour te réveiller, il faut vite passer du lever au laver, préparer le café, te le jeter brûlant dans le gosier, boucler ta ceinture, lasser tes chaussures et te rappeler où est-ce qu'hier soir t'as bien pu garer la voiture. Mais tous les matins ça se répète, tu voudrais qu'enfin un jour ça s'arrête. Alors dans ta cage d'escalier, tu dis un label Amazon, Amazon, un label Amazon, non, non. Mais ça te monte. Ça te monte à la tête. Ça te monte à la tête et tu t'entêtes et tu répètes toujours le même mouvement, mais ça te monte. Ça te monte à la tête et tu entends. Non, non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. La pollution, la circulation et la mauvaise humeur de pointe. Alors dans ta voiture, tu cries un label Amazon, Amazon, un label Amazon, non, non. Mais c'est pas fini, il faut encore trouver une place pour se garer. Et si possible gratuitement, mais pas trop loin du vol d'entrée de l'immeuble où tu vas t'enfermer toute la journée dans l'espoir d'un loyer.